François Bousquet, qui est le directeur de la Nouvelle Librairie, mais aussi des éditions de la Nouvelle Librairie, est un célinien. Et quand deux céliniens se rencontrent, eh bien, ça fait des étincelles. Nous fêtons ce soir les 90 ans de la publication de Voyage au bout de la nuit. C'est un livre-monde, le style et le fond sont en parfaite adéquation. C'est celui qui m'a permis d'entrer dans l'œuvre célinienne. C'est pour cette raison que j'ai tenu à diriger cet ouvrage collectif. La première partie est la jeunesse de voyage, qui a été réalisée par Éric Mazet, un des spécialistes les plus reconnus de Louis-Ferdinand Céline et de son œuvre. La seconde partie est composée de témoignages, c'est un bouquet d'hommages. Et une troisième partie qui est réalisée par Alain de Benoît, qui est la bibliographie de Voyage au bout de la nuit. Et chacun raconte un peu son Céline, sa découverte. Alors évidemment, le propos c'est fêter les 90 ans de la sortie de Voyage, qui était sortie à l'automne 32, qui a vraiment pulvérisé toute la littérature connue. C'est une incapacité à se fondre, à faire partie d'une étiquette. Il nous proposait une espèce de conflagration de l'existant qui ouvrait vers un monde jusqu'alors inexistant. On a un élan comique qui était complètement irrésistible. Il nous donne à chaque fois une sorte de rire un peu macabre. On rentre dans Céline et on ne peut plus le quitter, quoi. C'est vraiment quelque chose qui vous bouleverse. On ne reste pas indemne quand on lit Céline. C'est salutaire, quoi. C'est plus que salutaire, ça fait un bien fou. Il avait tout vu, il avait tout compris. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a ouvert les yeux, Céline. C'est-à-dire c'est pas le voyage au bout de la nuit, c'est le voyage un peu au bout de sa vie à soi. Je suis un célinien fervent, actif, mais tout à fait sympathique. Céline rend libre. En tout cas, moi, il m'a rendu libre. Je l'en remercie. Stanislas Delatouche est prêt. C'est de l'inédit pour la Nouvelle Librairie, pour la collection du côté de Céline et pour les 90 ans de Voyage au bout de la nuit. Stanislas va nous faire une démonstration de son talent. C'est vrai que revenir au texte de voyage, là, c'est assez puissant et ça me porte aussi de travailler dans ces conditions-là, même dans une librairie, peut-être surtout, fortiori dans une librairie. On sent que dans le voyage, il y a quand même encore la posture de l'écrivain classique, non, hein? Il s'écoute écrire, enfin ça se sent. Tous les écrivains s'écoutent sans doute écrire, mais ça se sent un peu. Alors on voit quand il est un peu gourmand, qu'il tire un peu à la ligne là-dessus, sur la noirceur. Mais fais-nous rêver, fais-nous voyager, devrais-je dire. Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. Elle ne se pâmait pas, non. Elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. En levant le nez vers toute cette muraille, j'éprouvais une espèce de vertige à l'envers. À cause des fenêtres, trop nombreuses vraiment, et si pareil partout que c'en était écœurant. Dans la rue que j'avais choisie, vraiment la plus mince de toutes, pas plus épaisse qu'un gros ruisseau de chez nous, et bien crasseuse au fond, bien humide, remplie de ténèbres. J'ai pris sur ma droite une autre rue mieux éclairée. Broadway, le nom qu'elle s'appelait, le nom que j'ai lu sur une plaque. Et nous, on attendait dans la lueur d'en bas, malade comme celle de la forêt, et si grise que la rue en était pleine, comme un gros mélange de coton sale, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. C'était le quartier précieux, qu'on m'a expliqué plus tard. Le quartier pour l'or. Manhattan. On y entre capier comme à l'église. Hein. C'est le beau cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Lui, toujours trop léger, le dollar. Un vrai Saint-Esprit. Plus précieux que du sang. Quand les fidèles entrent dans leur banque, faut pas croire qu'ils peuvent se signer comme ça selon leur caprice. Pas du tout. Ils parlent à dollars en lui murmurant des choses à travers un petit grillage. Et
se confesse, quoi. Pas beaucoup de bruit, des lumières bien douces. Un tout minuscule guichet entre deux hautes arches, c'est tout. Ils ne l'avalent pas, l'hostie. Ils se la mettent sur le cœur. Surgit sur les midis, indéniable. Une brusque avalanche de femmes absolument belles. Quelle découverte! Quelle Amérique! Quel ravissement! Je me serais cru parvenu à l'un de ces moments de surnaturelle révélation esthétique. Quelle gracieuse souplesse, cependant. Quelle délicatesse incroyable. Quelle trouvaille d'harmonie. C'est peut-être, pensais-je, la Grèce qui recommence. J'arrive au bon moment. La porte d'un hôtel s'ouvrait là, créant un grand remous. Des gens giclaient par la vaste porte à tambour, et tout près de moi dans ces fauteuils, quelle tentation de viols en série, quels abîmes, quel péril. Toute cette Amérique venait me tracasser, me poser d'énormes questions, et me relancer de sales pressentiments, là même dans cette chambre. C'était des ménages qui se couchaient. Ils semblaient aussi déchus que les gens de chez nous, les Américains, après les heures verticales. Les femmes avaient les cuisses très pleines et très pâles. Celles que j'ai pu bien voir, tout au moins. C'est triste, hein, des gens qui se couchent. On voit bien qu'ils se foutent que les choses aillent comme elles veulent. C'est des gonflés, des huîtres, des pas susceptibles, américains ou non. Ils ont toujours la conscience tranquille. La jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir. Mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Et la rue me reprit. J'en ai choisi un, moi, de cinéma, où il y avait des femmes sur les photos en combinaison. Et quelles cuisses! Messieurs! Lourdes, amples, précises. Et puis des mignonnes têtes par là-dessus, comme dessinées par contraste. Délicates, fragiles, au crayon, sans retouche à faire, parfaite. Pas une négligence, pas une bavure, parfaite, je vous le dis. Mignonne, mais ferme et concise en même temps. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place vide. Pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Dans ma chambre, à peine avais-je fermé les yeux que la blonde du cinéma venait me rechanter encore, et tout de suite pour moi seul alors, toute sa mélodie de sa détresse. Je n'étais plus tout à fait seul. Il est impossible de dormir seul. Bravo! Pour moi, lire Le Voyage au bout de la nuit, c'était voir le plus grand film français jamais réalisé. Un quai des brumes supracéleste, 1000 fois plus triste que La Lippe amère de Jean Gabin, ou La lubricité lugubre de Michel Simon, ou La fête foraine, où les amants pleurent. Il me semble qu'en fait, Céline était en son temps l'écrivain français le plus doué de compassion. Il a dit lui-même en 1950, je crois, dans un interview pour un journal parisien, il n'y avait que 2 écrivains véritables en France à l'époque, lui et Genet. Et la prose de Genet est en tout point aussi angélique, venant de la rue, que l'était celle de Proust dans les étages supérieurs. Et je dis que Céline avait raison à propos de Genet. Mais Céline, lui, ses sources venaient beaucoup plus loin. Dans la littérature française, il descendait de Rabelais, il était passé à travers le viril Hugo. Il m'a toujours semblé que le Robinson du Voyage
était poursuivi par le fantomatique Javert, et que Javert était Céline en personne, et que Céline était Robinson. Si bien que Voyage est l'histoire du suaire du mois de Céline, à la poursuite du suaire du non-mois de Céline, Robinson. Je ne vois pas comment les gens auraient pu reprocher à Céline une méchanceté au vitriol. Si vous avez lu un chapitre sur la jeune putain de Détroit, ou sur le prêtre au supplice qui se hisse à la fenêtre dans Mort à crédit, ou sur le merveilleux inventeur dans le même roman, j'affirme qu'il était un écrivain d'une intelligence et d'un charme immense, suprême, et que nul ne peut lui être comparé. Il a ce ton moderne et flamboyant qui envoie valser la rancœur de l'horreur, cette douleur sincère, ce haussement d'épaule et ce rire de rachat. Il a même fait rire et pleurer Trotsky. La crise politique de notre temps n'est pas plus importante que la crise turque de 1822, à l'époque où William Blake écrivait ses lignes sur l'agneau. Camus ferait changer la littérature en simple propagande, avec ses discours sur l'engagement. Je me souviens de Robinson. Je me souviens du docteur en pleine miction au bord de la Seine. Moi-même, je ne suis qu'un ex-marin. Je ne fais pas de politique. Je ne vote pas. Adieu, pauvre souffrant. Mon docteur. Jacques Carré.